Et justement, je me suis posé la question sur la structure du livre. Bon, tu me diras que c'est une espèce de déformation d'enseignant et de directeur de thèse, mais c'est pas du tout scolaire. C'est-à-dire que tu commences quand même par faire un procès à tous ceux qui traitent d'aliénés quiconque, au fond, se situe pas dans une posture Hmm. de rupture, de repli sur l'Afrique, etc. Alors, on n'a pas le droit de vouloir continuer à entretenir des liens avec l'Occident si on est un aliéné. Tes deux premiers chapitres, c'est ça. Et à ce moment-là, on se dit, enfin moi je me suis dit en tout cas, je sais pas toi, mais je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas en train de rejoindre plus ou moins une certaine forme de critique qu'on entend plutôt à droite ou à l'extrême droite en France, très très hostile au woke, au post-colonial, au décolonial, etc. Et il faut attendre le troisième ou le quatrième chapitre pour que tu dises, ah mais bien sûr, attention, le deuxième bout de la chaîne, c'est que je suis bien conscient de l'histoire coloniale, je suis un observateur très attentif des métamorphoses de la France-Afrique, je ne nie pas qu'il reste de la domination coloniale, mais ça vient dans un second temps. Pourquoi ce choix? Parce que je pense qu'il était important de revenir sur une forme d'idée comme ça, qui est comme un hydre, on lui coupe la tête et il repousse à chaque fois. Et j'ai pris d'ailleurs un spectre chronologique très large. Les trois exemples que je prends d'aliénés, c'est Senghor, qui est la figure primale de l'aliéné, mais bon, on ne peut pas dire qu'il ne l'ait pas cherché un peu. Senghor était académicien en France. Il n'a pas eu pour Paris que de la répulsion. Ça se saurait. Senghor avait été un amoureux de la France. C'est ce que Romain Gary appellerait le gendarchisme. Une forme d'attrait et même de fascination vis-à-vis de la langue française. Et donc Senghor, justement, est accusé d'aliéner. Mais il n'y a pas que Senghor. Il y a aussi Yambo Le Guem dont je parle dans le livre. Yambo Le Guem, il fait paraître un bouquin qui s'appelle Le devoir de violence en 68. 68, les indépendances africaines ont 8 ans. On est dans l'euphorie encore et dans le fumée comme ça de cette cuisine très très enthousiaste où les pays africains vont couper le cordon, s'installer dans les rampes de la prospérité. Et donc c'est le début du désenchantement. Et Yambo Le Guem, il leur dit, ok, moi je vais parler de 3 colonisations. Vous parlez finalement de 2 colonisations, la colonisation occidentale. Moi je vais vous parler aussi de la colonisation islamique. Et je vais vous parler aussi d'une certaine manière de cet hybride qui nous sert en tout cas de repère identitaire aussi dans son livre. Et Yambo Le Guem est très très virulent. Il attaque autant les Français qu'il attaque la colonisation occidentale, qu'il attaque aussi. Et donc il fait tomber un mythe, le mythe un peu édénique d'une Afrique virginale qui se serait réveillée uniquement un jour avec la violence coloniale. Comme si l'Afrique était un monde parfaitement heureux, idéal. Et donc, il prend ses distances vis-à-vis de ça. Et ce qui est formidable, parce que Yambo Le Guem, quand il dit ça, qui est-ce qui lui tombe dessus? Eh bien, c'est Senghor qui lui tombe dessus. Senghor et sa clique, la négritude. Il le trouve un peu trop insolent. Voilà. Il trouve qu'il vient sabrer le récit très très porteur sur une Afrique. Et Yambo Le Guem, il va être cisaillé des deux côtés, d'une certaine manière. Il y a même Ampateba qui dit, dans un mépris de caste, mais c'est un livre de Dogon. Ce qui est une violence inouïe. Et donc à ce moment-là, il naît quelque chose. Qu'est-ce que l'auteur africain a le droit d'écrire sur sa société? Est-ce qu'il a le droit d'avoir une pensée critique? Est-ce qu'il a le droit d'avoir une forme de lucidité, de liberté absolue, d'épouvanter les siens? Eh bien, la littérature, si elle fait dans l'appréhension de la réaction potentielle du lectorat, elle fait dans l'autocensure. La littérature, quand elle fait justement de la production sous la dictée d'une forme de communauté, elle perd son essence. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'essence littéraire qui est de la dissidence. Les textes, justement, viennent beaucoup plus choquer nos consciences, les brûler parfois, que les conforter. Parce que si c'est pour les conforter, ce serait un grand marché très très confortable qu'on appellerait aujourd'hui les bouquins feel good, quoi. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de très très important. Et c'est pourquoi j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça à ce moment-là pour montrer que de 68 à 2023, l'accusation est restée.
avec une grande longévité. Parce que Mohamed Mugarsa, c'est mon dernier exemple. Quand il reçoit son prix Goncourt, le lendemain au Sénégal, il est sacré, on fait la fête au restaurant Drouin à Paris, à Dakar, l'étoile est plongée dans le noir. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur ce qu'on a le droit d'écrire. Est-ce qu'on a le droit de regarder sa société? Et ça, c'est quelque chose de très très difficile pour beaucoup d'auteurs africains. Et pour s'acheter une paix et une forme de tranquillité, bah parfois, on fait des compromis avec justement ce que va entendre la communauté. Parce que avoir cette figure de paria, cette figure solitaire parfois, ça peut faire peur à certains auteurs. C'est pourquoi j'ai voulu poser ça là d'abord. Et puis les instructeurs de ce procès en aliénation, ce ne sont pas n'importe qui. Si le procès, il est instruit par je ne sais qui n'a pas de muscle ni de robustesse intellectuelle, bah, l'accusation, elle n'a pas de portée, mais l'accusation, elle a été portée par des esprits immensément brillants sur le continent. Bah, les accusateurs, c'était Cheikh Anta Diop, c'était Frantz Fanon. Frantz Fanon a écrit Peau noire, masque blanc, où il débusque l'aliénation. Cheikh Anta Diop a traité Senghor d'être l'aliéné primal et d'être justement le perpétuateur d'un ordre colonial français, et ainsi de suite. Et j'ai voulu justement faire la genèse et la vie de cette accusation. Il me semblait qu'il fallait commencer par là. Et commencer par eux, c'est pourquoi j'ai dit ça. Et c'est vrai que moi, chez moi au Sénégal, c'est pas très de bon ton. Et puis d'ailleurs, au Sénégal, on peut être beaucoup plus généreux et avoir un spectre géographique beaucoup plus large. Taper sur Cheikh Anta Diop, on vit dangereusement quand on le fait. C'est le blasphème supérieur. Voilà. Bon, moi, j'ai pas tapé. Ou alors, si j'ai tapé, c'est des petites tapes, quoi. Mais ça a suffi pour faire de moi, justement, une figure forcément à laquelle j'étais prédestiné, aussi un aliéné. Voilà. Peu importe ce que tu dis, c'est-à-dire si tu es dans une posture à la fois de complexité, de réflexion, de regarder les sociétés africaines pour ce qu'elles sont, de pouvoir aussi sonder les vilainies, les problématiques qu'il y a à l'intérieur de ces sociétés, qu'elles n'ont pas été des sociétés ahistoriques, ni des sociétés passives, qu'elles ont pu aussi produire de la violence, de l'inégalité, ainsi de suite. Si on le dit dans le récit, parfois, ça ne porte pas. Et puis, justement, la bonne conscience d'une certaine forme de gauche en Occident, elle préfère fermer les yeux aussi sur ça. Parce que c'est s'acheter une forme de tranquillité aussi.